Je voudrais aborder les relations entre la pédagogie sociale et la précarité. Il me semble en effet que la pédagogie sociale est une pédagogie à l'ère des précarités. Cela peut paraître évident d'abord par sa propre manière d'intervenir et de travailler. Ainsi, en pédagogie sociale, on travaille de manière précaire. Nous savons tous, nous avons pu développer, montrer, illustrer comment en pédagogie sociale on choisit de travailler avec le moins d'équipements possible dans l'espace public et directement dans les lieux de vie des personnes. Par ailleurs, la pédagogie sociale met en œuvre une véritable inconditionnalité. Elle s'adresse à tous, quel que soit l'âge, quel que soit le statut. Il n'y a pas d'autorisation à obtenir, c'est gratuit, c'est volontaire. Tous ces détails sont importants. On voit bien que l'ensemble de ces qualités sont là parce que justement la pédagogie sociale s'adresse à une population à l'ère de la précarité, c'est-à-dire quand il y a une véritable difficulté à financer les activités, mais aussi à librement les choisir et à se déterminer pour s'y rendre et en bénéficier. La pédagogie sociale est donc quelque part aussi une pédagogie d'urgence. Et cela peut aussi se transparaître quand on voit la vie et l'œuvre des créateurs de la pédagogie sociale, c'est-à-dire les pédagogues sociaux. Que l'on se réfère à Célestin Freinet, qui a connu deux grandes guerres, que l'on se réfère à Janusz Korczak, qui a connu l'occupation nazie et l'extermination du ghetto de Varsovie, nous voyons bien comment la pédagogie sociale est une pédagogie à l'ère des catastrophes sociales. Et que c'est une pédagogie qui tente justement, dans ces catastrophes sociales, de retisser un lien social possible, de donner du sens au vivre ensemble. Mais il faudrait aussi aller un petit peu plus loin et comprendre ce que c'est que cette précarité et ce qu'elle implique. Et du coup, nous comprendrons mieux en quoi la pédagogie sociale apporte des éléments. Nous pourrions définir la précarité comme une insécurité, à la fois sociale et personnelle. L'insécurité sociale, on la connaît. C'est cette insécurité institutionnelle qui fait que de plus en plus nombreux groupes sociaux n'ont aucun statut, n'ont pas d'avenir, n'ont pas de possibilité de se projeter dans un avenir professionnel, dans un avenir financier, dans un avenir de logement. C'est aussi une insécurité sociale qui va se décliner sur le plan sanitaire, l'impossibilité de se soigner, l'impossibilité de prendre en charge sa santé d'une manière globale, mais également sur le plan alimentaire, c'est-à-dire cette impossibilité de décider d'une alimentation et de s'adapter sans arrêt au quotidien et à l'urgence, au jour le jour, au coup par coup. Mais cette insécurité sociale, ça va plus loin que cela. C'est aussi l'impossibilité de se référer à un avenir, et d'abord à un avenir commun. Il n'y a pas d'avenir commun. Il ne peut y avoir qu'un avenir personnel, et encore celui-là, mais complètement étranger, et celui-là, mais complètement obscur, et je ne peux absolument pas le percevoir à l'avance. Les gens de ma génération ont été élevés dans une toute autre optique. Ils ont grandi à une époque où on pouvait projeter un avenir à la fois individuel et collectif, où on ne pouvait pas séparer l'avenir individuel et collectif. Ainsi, je me souviens que la plupart des histoires que nous écoutions, la plupart des scénarios que nous avions, que ce soit dans nos films, en littérature, à la télévision, la structure même du récit était toujours une structure dans laquelle il y avait de la stabilité. On apprenait par exemple aux enseignants que quand on voulait écrire une histoire, il fallait se référer à des structures du récit et des structures du conte dans laquelle il y avait une stabilité antérieure et puis après une période de crise. Et après la période de crise, il y avait une nouvelle stabilité. Et quelque part, l'histoire c'était ça, le passage d'une stabilité à une autre. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une toute autre histoire. Nous sommes dans une histoire où il n'y a pas de passage d'une stabilité à une autre, mais où, à l'inverse, il y a toujours le passage d'une instabilité à une autre. Nous avons complètement changé la structure du conte. Nous avons complètement changé la structure du récit et c'est pour ça que les scénarios même du travail social, les scénarios même de l'intervention sociale se doivent de changer aussi. Le secteur social, le travail social et éducatif, c'est lui-même constitué dans le même idéal. Il y avait des personnes qui étaient marginalisées, qui étaient exclues, c'était des accidents de la vie, c'était des accidents de la société, c'était des erreurs sociales, communes, qui pouvaient être corrigées, qui devaient être corrigées, qui allaient être corrigées. Ainsi, on imaginait l'intervention sociale entre deux stabilités. Une stabilité antérieure, et puis il y avait eu une crise individuelle ou familiale, intervention des professionnels sociaux et accompagnement vers une stabilité ultérieure. Tous les scénarios de l'éducation spécialisée devaient amener à une stabilité. Il y avait un avenir au seuil duquel le travailleur social s'arrêtait.
Il s'était contenté d'accompagner des personnes ou des groupes en période de crise et il les laissait à elles-mêmes dans un nouvel avenir auquel il leur avait permis d'accéder. Ce scénario magique, ce scénario merveilleux aujourd'hui ne fonctionne plus. On ne peut pas imaginer l'intervention sociale, l'intervention éducative comme une intervention en temps de crise entre deux stabilités, mais au contraire comme une forme d'intervention sociale et politique constante destinée à redonner à la société une forme de stabilité. On est dans quelque chose de complètement différent. On ne peut plus, le travailleur social ne peut plus s'appuyer sur les mêmes images mentales. Le travail social, mais aussi le travail en santé mentale, le travail en psychiatrie, s'était constitué aussi sur l'image d'une médecine triomphante. On imaginait que les maux médicaux, que les maladies, eh bien, étaient aussi en quelque sorte des accidents de la santé et qu'au-delà des maladies, il y avait la santé qui attendait derrière et à laquelle on pouvait accéder. C'est ainsi que les structures sociales se sont toutes constituées un petit peu à l'image de la maladie. Il y avait quelque chose de l'ordre de la cure, là on traitait la crise, l'urgence. Après il y avait de la post-cure, là on traitait le rétablissement pour éviter la rechute. Et puis après il y avait la santé, c'est-à-dire la société. Aujourd'hui, la société n'est plus en santé et l'intervention sociale ne peut même plus s'appuyer sur cette imagerie médicale ancienne liée à une approche triomphante de la médecine héritée du 19e siècle et de la révolution scientifique. Nous sommes obligés aujourd'hui de réinventer nos mythes, de réinventer nos légendes, de réinventer nos manières d'intervenir socialement, de réinventer nos manières de faire du travail social. Et du coup, ça devient presque anecdotique de dire que ça va se passer en dehors des institutions, parce que bien entendu, ça va se passer en dehors des institutions, puisque les institutions ont été constituées pour quelque chose qui n'existe plus, c'est-à-dire cette société qui pouvait traverser la crise, qui jetait un pont entre deux stabilités, mais qui finalement n'instituait rien de vrai et rien de durable et rien de vraiment. Aujourd'hui, bien entendu, la pédagogie sociale doit proposer de créer du durable, de créer quelque chose de l'ordre d'une forme de sécurité, à la fois relationnelle, à la fois personnelle, à la fois collective, à la fois sanitaire, à la fois sociale, mais surtout de le faire à partir de rien et de le faire à durée indélimitée, à partir de pratiques sociales communautaires à mettre en place, à fonder, à inaugurer, mais qui ne sont en rien des accompagnements, qui ne sont en rien des périodes de traitement, qui ne sont en rien des mesures ou des dispositifs sans lendemain.